Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Question d'actu se penchera ce soir sur le vieux bâti en Algérie. Chaque année, en période hivernale, on enregistre des catastrophes provoquées par les effondrements de plafonds, de murs, d'escaliers ou de toitures à travers les vieilles bâtisses menaçant ruines et qui n'ont jamais cessé d'attiser la peur et le danger, semant parfois la mort et le deuil au sein des modestes familles. Notre pays se trouve confronté à de sérieux problèmes en matière de construction, d'habitat et d'infrastructures de base. Une opération de réhabilitation du vieux bâti d'Alger avait été lancée dans le cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale. Pour certains, la deuxième phase cumule du retard, on en va en parler. Le taux d'avancement des travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtis et vieux quartiers d'Alger de la première phase aurait atteint en tout cas les 95%, voire plus. En tout cas, nos invités répondront à ces questions. Alors que peut-on en tirer quand on voit que dans certaines bâtisses, des balcons tombent encore ou s'écroulent sur la tête des piétons? Les nouvelles bâtisses sont-elles plus sûres, construites selon les normes sismiques? D'après les expériences vécues ces dernières années, l'on a pu constater que beaucoup de failles résidaient encore. La loi n'est pas respectée, les permis de construire sont délivrés sans prendre en compte l'étude du sol et encore pas mal d'autres paramètres. Comment réagir? Comment redonner un cachet architectural à nos villes? On posera toutes ces questions à nos invités qui sont sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Rida Abdelkader, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'aménagement et de la restructuration des quartiers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous avons également avec nous Monsieur Abdelkarim Chelroum, mais non, je vais passer d'abord à Monsieur Nadir Alim. Vous êtes directeur de la régie foncière de la ville d'Alger. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma gauche, Monsieur Adel Souami, bonsoir. Vous êtes architecte et enseignant à l'EPO. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Monsieur Abdelkarim Chelroum, j'en viens à vous. Vous êtes président du Club algérien des risques majeurs, directeur de recherche à l'USTHB et directeur du cabinet GPDS, génie parasismique, quantification des risques. Alors voilà, on va parler donc de cette première phase de réhabilitation du vieux bâti, une enveloppe financière de plus. Vous me corrigerez si les chiffres ne sont pas justes. 5600 milliards de centimes avaient été alloués pour la réhabilitation des anciennes bâtisses et vieux quartiers à travers 57 communes d'Alger dans le cadre du plan stratégique d'aménagement et d'urbanisation de la capitale. On va un peu s'intéresser à Alger aujourd'hui puisque vous êtes présents parmi nous, mais on sait qu'il y a aussi Oran, Annaba et Constantine qui sont concernés par le vieux bâti. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Je vais commencer par Monsieur Alim, s'il vous plaît, pour cette première question. Merci madame. En notre qualité d'opérateur public, je dirais qu'il y a des efforts énormes qui ont été fournis par la wilaya dans le cadre de réhabilitation du vieux bâti. Je vais vous donner des statistiques de la régie foncière. On est chargé de réhabiliter plus de 1321 bâtiments sur l'ancien programme. Au jour d'aujourd'hui, on a livré plus de 1279 bâtiments. Il y a 41 bâtiments qui sont en cours avec des taux d'avancement qui sont très importants, disons qui dépassent les 70%. Et on compte les livrer, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année. Pour ce qui est du deuxième programme, il y a un programme qui a été lancé en 2020. Il est aux alentours de 64 bâtiments qui représentent à peu près 1000 logements. Qui concerne quelle commune? Plusieurs communes. Le premier programme, il est réparti sur DCA, 23 communes. Il touche le vieux bâti, comme il touche aussi la remise à niveau des grands ensembles. Voilà, pour les temps, on est bien avancé et on compte... Alors pour la première phase, on dit que les taux d'avancement sont presque achevés. C'est au niveau de la deuxième phase que ça pose problème. On parle de cumul de retard. Pratiquement, il n'y a pas de retard. C'est pas un retard, comme on dit, mais réellement, il faut donner le temps pour les études, pour faire viser l'ensemble des études d'exécution avec les services concernés, notamment le CTC. Et après, il y a un lancement, il faut suivre les procédures. Et là, on est à 50%, c'est un taux très appréciable. La preuve, les intempéries comme les gazos, il n'y a pas eu pratiquement de dégâts, mis à part quelques réclamations concernant les infiltrations, voilà, c'est tout. Les infiltrations qui, quand même, rendent les bâtisses sur une dizaine plus de vulnérables. Bâtiments, sur une dizaine de bâtiments, pas oui. plus. Alors, Monsieur Rida, justement, qu'avez-vous à dire sur ces délais qui ne sont pas encore vraiment respectés sur la deuxième phase? On l'a assisté, il n'y a pas très longtemps encore, il y a encore des balcons qui s'écroulent sur la tête des piétons. Il y a encore un danger, même quand parfois les bâtisses ont été rénovées. Non, en général, les bâtisses qui ont été rénovées ne posent pas de problème. Là où il y a des effondrements partiels, parfois de balcons ou bien parfois de toiture ou de certaines parties d'ouvrage, c'est les immeubles qui ne sont pas encore, c'est-à-dire donc entamés en travaux. Mais les immeubles donc, qui ont fait l'objet d'une réhabilitation, on n'a pas eu de problème avec
dans ces immeubles-là. Et donc, dans le cadre de... Quand on parle de réhabilitation, qu'on s'explique, on ne parle pas que de ravalement de façade, mais également de renforcement de la structure. Non, justement, la réhabilitation, parce qu'on a tendance à comprendre, ou bien à prendre la réhabilitation comme étant un ravalement de façade. Non, la réhabilitation, elle touche toutes les parties de l'immeuble. Il a commencé, il y a d'énormes, c'est-à-dire travaux assez lourds donc, qui ont été engagés sur ces immeubles. Il y a des planchers qui sont effondrés, donc qu'on a dû reprendre. Il y a donc des renforcements de structures qu'on a dû engager. En plus, des travaux au niveau des cages d'escalier. Il y a des cages d'escalier donc, qui étaient construites en maçonnerie, donc pratiquement qui n'ont plus tenu, donc qui sont effondrés. Donc ce n'est pas uniquement le problème de ravalement de façade. Rajouter à cela, donc c'est un peu une mise à niveau de ces immeubles, notamment au niveau de certains équipements tels que les paraboles. Donc on a dû supprimer les paraboles individuelles sur les façades pour installer donc une parabole collective au niveau des terrasses. Et puis, il y avait beaucoup de constructions au niveau des terrasses, des vieux bâtiments également qui ont fragilisé encore le bâtiment. Ce qui est un peu gêné, c'est-à-dire donc le retard est dû effectivement à ce genre de contraintes, parce qu'il y a énormément donc, de terrasses qui ont été occupées, soit par des extensions ou bien uniquement les buanderies, et donc qui gênent l'avancement des travaux, parce que, c'est-à-dire donc au niveau de ces terrasses, il y a en général donc des désordres qui nécessitent la reprise du plancher terrasse. Et là, il faudrait que les gens évacuent. Donc pour les évacuer, quand même, ça prend du temps. Et donc, au niveau des travaux, voilà, ça crée un certain retard. Alors d'abord, je pense qu'il faut d'abord commencer par un état des lieux, je pense, de la situation pour pouvoir avancer, identifier réellement les zones les plus sensibles, les bâtiments les plus vulnérables. Vous, M. Swami, qui avez tenu votre thèse sur le vieux bâti aujourd'hui, est-ce qu'on a une estimation du vieux bâti en Algérie? Est-ce qu'on sait à quel pourcentage il est estimé chez nous? Dans quel cas? J'ai pas compris. On a combien de bâtiments alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle par vieux bâti? Ça doit correspondre à combien d'années? Et est-ce qu'on a réellement les vrais chiffres de manière générale, tout le vieux bâti algérien? Du vieux bâti, on est en train de parler de bâtiments qui datent d'il y a à peu près un siècle, c'est-à-dire c'est le système constructif qui le détermine. Principalement, quand c'est un système constructif, principalement en maçonnerie, même s'il est croisé avec la charpente métallique, c'est ce qu'on appelle le vieux bâti, c'est-à-dire toutes les constructions qui ont été faites à partir des années pratiquement 50, 60 en béton armé ou en charpente métallique totale, cela on ne les considère pas comme étant du vieux bâti. C'est plus donc tout ce qui est ce qu'on appelle l'architecture 19e, 20e et les ressorts, les médinas, etc. Pour vous donner une estimation exacte, ça je ne pourrais pas. Je pourrais vous dire par exemple sur le cas d'Alger, sur l'étude qui a été faite en 2006 suite au tremblement de terre de 2003. Rien que sur les 7 communes prioritaires à Alger, les grandes 7 communes, il y a eu plus de 17 000 immeubles. Donc, c'est vous dire l'importance, on parle d'immeubles, donc si vous multipliez par le nombre d'appartements, ça fera un compte assez important. Et là, je parle que d'Alger, parce que durant ma thèse, j'ai travaillé sur le patrimoine algérois. Ce qu'il y a, c'est que l'étude qui a été faite suite au tremblement de terre de 2003, elle a révélé que moins de 4% de ces bâtiments étaient vraiment en état de ruine. Bien qu'ils ont subi ces fameux tremblements de terre, etc. Donc, son état... Ils ont résisté. Disons que je préfère éviter le mot résister. Je préfère parler qu'ils se sont bien comportés. Parce qu'on a trop tendance à réduire la question de l'entretien du bâtiment à sa capacité de résister. Or, quand on parle de parasismique ou de risque majeur, on parle surtout du comportement de ces bâtiments lors de l'effort sismique. Parce que l'effort sismique... Qu'est-ce qu'on demande à un bâtiment aujourd'hui? Comment est-ce qu'il doit réagir face à un risque majeur? Qu'est-ce qu'on attend, en tout cas, comme comportement? Fondamentalement, lorsqu'on parle de logement, nous demandons à ce que lors d'un séisme majeur, il ne s'effondre pas. On ne lui demande pas de pouvoir être réutilisé directement après. Et contrairement à des bâtiments qu'on appellerait les bâtiments stratégiques tels que la wilaya, les hôpitaux, la télévision nationale, là où il faut diffuser l'information, ces bâtiments-là doivent tout de suite être utilisables juste après le séisme. Par contre, les bâtiments, parce que l'objectif d'un règlement ou le cadre de vulnérabilité, c'est de sauver des vies humaines. Et réhabiliter et mettre aux normes, c'est tout à fait logique, c'est la réglementation parasismique algérienne. Le premier règlement est sorti en 1981 suite au tremblement de terre de 1980. Donc on ne peut pas demander à des bâtisses qui ont été construits avant d'avoir respecté un règlement qui est venu après. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un potentiel de bien se comporter. Et lorsque je parle de bien se comporter, on a trop tendance aussi en Algérie de faire 2 erreurs. La première erreur, c'est de réduire la question à l'échelle du bâtiment et du constructif. Et non pas de commencer à réfléchir en stratégie à partir de l'échelle de la ville. Et la deuxième, et je m'arrêterai là, c'est de ne penser qu'il n'y a que la dimension ingénierie qui rentre en jeu. Or, pour qu'un bâtiment puisse bien se comporter, il y a 4 intervenants minimum.
D'abord, c'est la conception architecturale. Deuxièmement, il y a le calcul, engineering. Troisièmement, il y a la bonne réalisation. Et enfin, il y a l'entretien. Oui. Si un de ces 4 éléments ne fonctionne pas, calculer et réaliser ce que vous voulez, si l'entretien ne suit pas, par exemple, ça ne marchera pas. Alors, est-ce que tous ces paramètres sont respectés? Est-ce qu'on a un entretien après la construction d'un édifice? Alors, pour vous, Monsieur Chouroum, il est insensé de dire que l'Algérie, comme le disait à l'instant M. Souami, peut faire face à un séisme de grand majeur. Nous faisons quoi aujourd'hui? Nous minimisons les dégâts? D'abord, merci pour l'invitation. Et permettez-moi de m'inscrire en faux concernant le concept parasismique. Donc, d'abord, tout l'inventaire que nous avons fait, juste après le séisme de Boumerdès 2003, on a été intensément impliqués avec plus de 28 personnes, experts. Donc nous connaissons exactement le comportement de tout ce qui a été effondré, de tout ce qui a été préjudiciablement endommagé. Site par site, sur l'ensemble... Les failles ont été identifiées. Le site, je ne parle pas des failles, je parle du bâti. Oui. Donc, vous savez, le vieux bâti pour nous, il date d'avant 62. Voilà. Tout ce qui est vieux bâti, toute je dirais, structures confondues, que ce soit les murs porteurs, que ce soit la construction mixte, que ce soit le béton, c'est-à-dire la superstructure béton. Donc, vous savez, après 54, il y a eu des règles parasismiques qui ont été appliquées de manière grossière à partir de 55. On les appelle les PS 55, qui ont été actualisés en 69, les PS 69, les règles parasismiques françaises 69. Et là, le problème du séisme, c'est les forces horizontales. Ce n'est pas les forces verticales, donc c'est les forces horizontales. Vous avez un bâtiment qui pèse pratiquement 6 000 tonnes, si je prends celui de Bill Mondrays. Donc quand il y a un séisme, et je rectifie, le risque majeur pour un séisme, c'est, vous savez, un séisme, c'est la fréquence faible et l'effet collectif, avec les effets gravissimes. Voilà. Donc, un séisme de 6, ma foi, ce n'est pas un risque majeur. C'est à partir de 7 que nous commençons, nous, à apprécier le comportement intéressant, je dirais, d'un bâtiment vis-à-vis des effets sismiques. Donc, comme l'a dit notre ami Souami, c'est des seuils. Moi, je suis d'accord. On ne conçoit pas antisismique, on conçoit parasismique, c'est-à-dire on dit que ce bâtiment, c'est le propriétaire qui décide. Moi je lui dis, moi j'ai des logiciels, je lui dis voilà, je vous construis votre bâtiment ou votre bâtisse qui va résister à 7, à 7,5, à 7,8, etc., etc. Donc c'est un seuil et on va accepter certains dégâts. Fissuration des cloisons. L'essentiel est qu'il ne s'effondre pas. Effondrement des cloisons, mais surtout pas la superstructure. Il faut essayer de sauver, c'est-à-dire c'est le risque acceptable, le binôme risque acceptable, coût acceptable. Voilà. Donc, moi je ne pense pas, vous savez, le vieux bâti, là, tout ce qui est actuellement, au niveau de Bab el Oued, la rue Didouche, la rue, comment dirais-je, Ben Mehdi, Bellecour, Ruisseau, tout ça, c'est un bâti qui est très très vulnérable vis-à-vis d'un séisme. Vous craignez qu'il n'ait pas un bon comportement, c'est ça? Il va s'effondrer inéluctablement, parce que il n'a pas, si vous voulez, la capacité minimale à reprendre ses forces horizontales. Je parle pas malgré la réhabilitation. Je vais en revenir, parce que là, je suis un peu surpris avec nos amis. J'ai suivi le nombre, 6700 bâtiments. Puis 1000 bâtiments, c'est ça à peu près. C'est une goutte d'eau, ça. Parce que d'après nos chiffres, il y a 400 000 bâtisses. Voilà, c'est le chiffre où je voulais en venir. Le territoire national, quand je prends Constantine, Annaba, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc la problématique se situe à ce niveau-là. Et ce qui m'interpelle, c'est le CTC. Le CTC n'a absolument rien à voir dans le confortement, le renforcement du vieux bâti. Parce qu'il va approuver... C'est le classement des bâtisses. Non, mais il va approuver en fonction de quel corpus de règles. Il n'y a pas de... Il y a M. Souami qui a dit une chose vraie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réglementation
pour les constructions en maçonnerie. Donc le CTC, il va en fonction de quoi? Nous avons eu ce problème en 2003. Vous aviez demandé d'ailleurs la création d'une commission d'experts. Voilà. On va en revenir. Avec les enseignants, avec les gens qui ont pignon sur rue et escalité. On va revenir à cette commission, je vais le laisser vous répondre justement. C'est ce qui a été fait, je crois qu'il y a eu la création de la division diagnostic au niveau du CTC. Oui, je la connais. Je la connais par cœur, c'est mes étudiants. Oui. Et ils nous suivent pour la remise en état des bâtiments tels qu'ils ont été construits, avec les mêmes matériaux. Pardon. Allez-y, monsieur Ali. Avec les mêmes matériaux. D'ailleurs, je vous signale que... Oui, monsieur Ali, je vous en prie. Je disais que la division diagnostique a la propre étude pour la remise en état selon l'état initial du bâtiment, tout en gardant les mêmes matériaux pour ne pas surcharger le bâtiment. Et actuellement, par exemple, il y a pas mal de quartiers où on est en train de faire des travaux, des interventions très lourdes et chirurgicales. Pratiquement, on reprend l'ensemble des planchers, traitement des fissures horizontales au niveau du mur porteur, au niveau de la maçonnerie, tout ça, il se fait. En collaboration avec le CTC. Même pour les matériaux, on fait associer même le CNIRIB, le laboratoire. Vous savez, ça, je suis d'accord avec vous. Vous êtes promoteur. Donc vous allez vers les institutions nationales, les institutions publiques. Mais je vous dis tout ça, je vais vous dire ça ne relève pas de leur compétence directe. Ils n'ont pas les capacités ni les à identifier les pathologies. Parce que le problème de la maçonnerie, pourquoi l'architecte en a parlé, le gros problème pour nous, c'est la modélisation, qui est très très délicate. Moi, j'y suis depuis 40 ans. Je fais des modélisations de tout, mais quand j'arrive à la maçonnerie avec mon équipe, j'ai une équipe de 15 personnes, c'est très compliqué. Et puis vous ne pouvez pas renforcer, comme l'a dit notre ami, de toutes les façons, c'est la seule voie que vous avez. Changer le plancher, la cage d'escalier. Un bâtiment, c'est comme un être humain. Vous allez dire, voilà, cet être humain, je vais le retaper, mais il n'a pas de pied. Donc un bâtiment, c'est un tout. C'est une infrastructure, c'est un sol d'abord, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Le sol qui doit être modélisé, qui doit être bien modélisé, bien compris. Après, c'est l'infra, et puis la superstructure. C'est un tout, c'est monolithique. Donc, si vous alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, finalement, on minimise les dégâts, c'est ça? C'est pas question qu'on minimise les dégâts, c'est que nous avons actuellement, l'Algérie possède au niveau du CGS l'un des meilleures tables de simulation. Oui. Malheureusement, on n'est pas en train de l'utiliser pour pouvoir profiter de cette expérience. Donc on ne fait pas de scénario sur comment un bâtiment doit simulations pour réagir. Parce qu'effectivement, en ce qui concerne la maçonnerie, le problème, c'est qu'on vient d'expliquer, M. Schlom, c'est ce problème de modélisation. Les modèles qui ont été faits pour ce qu'on appelle des matériaux finis, à savoir le béton et le métallique. Ça passe. Les Italiens, ils ont essayé de mettre en place un logiciel qui s'appelle Trimuri, mais il y a tellement de données où chaque pierre est différente de l'autre, avec le lion qui est différent, avec la façon de se comporter, que ça ne marche pas. C'est pour ça que j'aime pas l'histoire de renforcement. Lorsqu'on renforce, nous sommes en train de plaquer du béton. Et on utilise donc le béton sur... Si on peut comparer ça, tout à l'heure, on parle. Le problème, c'est que c'est une force horizontale, le séisme, mais qui conduit au bâtiment d'onduler. Donc c'est une question d'onde et d'onde propre. Si vous avez des matériaux qui n'ondulent pas de la même manière, bonjour la catastrophe. Vous avez le béton qui va. C'est comme si vous prenez un couple qui danse. Ça va se fracturer. Donc si quelqu'un est sur un tempo et l'autre sur un deuxième tempo, je vous dis pas, ça va écraser les pieds de la personne. Ça marche pas. Et là, on va se retrouver à plaquer du béton sur de la maçonnerie, qui était la structure fondamentale du bâtiment. Donc le béton va réagir et va se comporter à une certaine vitesse de déplacement. La maçonnerie sur une autre vitesse, et donc du coup il va y avoir automatiquement fracture. Donc il faudrait aller réfléchir et faire des simulations. Et c'est là où je regrette personnellement le fait, à ma connaissance, rectifiez-moi si je me trompe, si vous avez l'information, à l'exception de la grande mosquée d'Alger, c'est le seul bâtiment qui a été simulé sur cette table vibrante qui est hyper performante. Elle est l'une des meilleures au monde. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne l'utilise pas pour profiter. On va poser la question. Alors on va poser la question. C'est pas de la responsabilité, ça dépend du CGA. Mais est-ce que pourquoi il n'y a pas cette commission qui a été créée d'experts justement pour identifier les pathologies, pour faire des études de scénarios sur le comportement de ces bâtiments? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est conscient que s'il y a un risque majeur d'une amplitude importante, qu'il pourrait y avoir une catastrophe de très grande ampleur sur ces justement communes où il y a une concentration de vieux bâtis? D'une manière générale et de tout temps, c'est-à-dire on a fait appel au CTC.
Donc c'est l'organisme, je dirais, traditionnel et habituel et l'organisme agréé. Bon, il est là, c'est-à-dire donc il est... Non, officiel. 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 Il n'a pas d'agrément. C'est une assurance. Il faut voir les textes. Donc c'est à lui qu'on s'adresse. Et donc il est là, il a les compétences pour procéder aux expertises. Et donc on prend acte de ce qu'il nous donne comme diagnostic et comme expertise. Vous savez, moi j'avais proposé en 2004 la création par l'État, puisqu'on aime le public dans ce pays, d'un CTC vieux bâti. C'est ça, on ne collabore pas avec le privé suffisamment. Carrément, bon, nous on est privé, bon, carrément un CTC vieux bâti où on peut participer tous. M. Swamy, nous-mêmes, tout ça, les bureaux d'études privés, ils rentrent dans le... Et j'ai demandé le développement d'une réglementation de renforcement du vieux bâti, qui sera la référence. Voilà, ça... C'est des murs porteurs avec tel type de matériaux. Voilà comment on fait. Voilà. Donc là, la partie sera facile pour nos amis d'en face, parce que quand ils donneront, les bonhommes, ils peuvent même utiliser des BET privés, comme on le fait pour les structures nouvelles. Là, les structures, ils viennent, ils voient le dossier, et puis ils mettent le cachet, ils vérifient. Ils auront des logiciels. On a demandé à spécialiser des logiciels comme Abacus, comme les sols, par exemple, Plaxis. Tout ça a été dit, a été écrit, et on serait maintenant très très bien avancé, parce qu'on avait demandé de tout revoir et de faire engager tout le monde. Des enseignants, des BET privés, ça demande beaucoup de... Et puis ça aurait créé beaucoup on manque toujours de transversalité chez nous, c'est toujours chacun qui travaille seul dans son domaine. Spécialiser des entreprises. On a pu spécialiser des entreprises après 2003, à Boumerdès, des gens qui avaient une brouette. Mais on les a encadrés, mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Voilà. Mais c'est ce qu'on a fait. C'est un grand pas. C'est les bureaux d'études privés qui travaillent avec nous. Et au niveau des entreprises, il faut dire qu'en 2013, quand on avait lancé cette opération, pratiquement on n'avait pas d'entreprise. On a dû faire des avis d'appel d'offres internationaux. Et donc... Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous renforcez les fondations? Est-ce que les fondations sont étudiées? C'est nécessaire, on renforce, sur quelle base, sur quelle étude, sur quelle... c'est ça le problème. Si vous permettez. Oui. On est en train de discuter, c'est pas... Nous, en tant qu'opérateur, on engage... Une seule équipe ici. La phase diagnostique, elle se fait par deux partenaires. Le CTC Division Diagnostic, ainsi que les bureaux d'études privés. Après, il y a des propositions de solutions suivant il y a même des notes de calcul qui sont établies par rapport à l'état du bâtiment. Et si ça nécessite qu'on intervienne pour les infrastructures, on intervient et on renforce la base d'Intana. Mais la question, elle est là. Sur la base de notes de calcul, elle se fait sur la base de quelle référence? Je vais vous donner un exemple très simple qui prouve qu'en Algérie, on peut aller au-delà. La grande mosquée d'Alger, et tant mieux pour elle, n'est pas calculée sur la base du règlement parasismique. Elle ne respecte pas le règlement parasismique algérien. L'Eurocode. Pourtant, elle se comportera mieux. Pourquoi? Parce qu'elle a été entièrement simulée sur table vibrante. C'est-à-dire pas simulée, on a Est-ce qu'on peut expérimenté. utiliser ce système également sur le vieux bâti? Seulement la salle de prière. Enfin, la salle de prière, pas toute la mosquée, voilà. Et puis au modèle réduit. Mais en tout cas, nous avons la technique. Pourquoi n'est-elle pas utilisée? On peut l'utiliser également sur le vieux bâti. On voit qu'il y a un budget très conséquent qui est donné pour le vieux bâti. Donc on pourrait à un moment donné s'intéresser à dire, voilà, nous allons dépenser pour faire des simulations pour avoir des données plus réelles. D'ailleurs, même le CTC, en vous rejoignant sur ce que vous disiez, M. Champ, le CTC a réceptionné le système des isolateurs sismiques de la grande mosquée. C'était une première en Algérie. Oui, mais... Comment ils pouvaient, c'est-à-dire ne connaissant pas le système, mais ils l'ont bien réceptionné. C'est ça le truc. C'est que je comprends totalement qu'en tant qu'organisme étatique, c'est le seul organisme reconnu en Algérie qui est le CTC, etc. Limite, je dirais, j'aurais préféré le CGS. Il faudrait peut-être faire des bilans. Monsieur Swamy, vous prenez le RPA, le dernier RPA, à la page 3, c'est clair. Il commence par le préambule, il vous dit cette réglementation, ce RPA ne s'applique qu'aux bâtiments régulier R plus N, c'est-à-dire 10 et pas plus. Et puis, il n'y a rien sur le sol. Tout le sol, il te dit sol S1, S2, S3, S4, avec les vitesses. Et puis, généralement, même nos étudiants
à l'USTHB, on considère toujours que c'est un encastrement parfait. C'est comme ça. Dès qu'il y a un problème, et c'est là où le bas blesse actuellement, dès qu'il y a, nous l'avons toujours dit, c'est la modélisation de l'interaction sol-structure. C'est ça le gros problème. Oui. Et beaucoup de travaux ont été faits. Nous les avons présentés à Barcelone. Nous les avons présentés à Glasgow. Il y a une délégation des risques majeurs. Est-ce que vous... Non, ça, c'est un autre problème. Oui, là, c'est un autre problème. Mais en tout cas, pour les séismes, ça relève un peu de la délégation des risques majeurs. C'est la prévention des risques majeurs. Les risques majeurs, mais cela ne rentre-t-il pas dans la prévention? Non. Cela ne rentre-t-il pas dans la prévention? Oui, ça c'est la prévention des séismes. Mais là, non, pour vous corriger, la délégation, c'est une institution qui relève du ministère de l'Intérieur. Il y a eu des changements dernièrement. Nous avons participé. Elle s'occupe de la loi 0420 réactualisée. Mais c'est un truc très très général. Là, on est dans le détail. Donc, c'est plus... Dans le détail pour un seul risque majeur, à savoir les séismes. Zones sismiques, peut-être. C'est ça. C'est plus identifier les zones sismiques et comment réagir face à une catastrophe de cette ampleur. Donc là, vous dites que c'est spécial. Ça relève des collectivités locales. Oui. Justement, alors après la réhabilitation d'un bâtiment, d'un vieux bâti, est-ce qu'on étudie ensuite sa vulnérabilité ou est-ce qu'il y a un entretien qui s'ensuit? Tout le problème est là, c'est-à-dire au niveau de l'entretien. Parce que d'abord, il faut savoir que si les immeubles ont connu tous ces désordres, dont leur majorité, c'est par manque d'entretien. Donc il y a un manque d'entretien, il y a un manque d'organisation de la copropriété. On n'arrive pas à trouver, c'est-à-dire les responsables qui se chargent un peu de cet entretien, et une fois réhabilité, on avait à un moment donné pas exigé mais un peu imposé, la wilaya avait un peu imposé au PAPC donc de désigner des syndics d'immeubles pour un peu prendre en charge. Il y a aussi le particulier qu'il faut sensibiliser, qui parfois fait des arrangements, des aménagements qui ne correspondent pas forcément là, en principe, au bâtiment. Soumis à des autorisations, bien sûr. Donc il y a des gens qui parce que on ne va pas se mentir, on sait comment ça se passe. Un problème d'interprétation, parce que les gens, en général, ils sont dans leur majorité, pour le vieux bâti, c'est des copropriétaires, c'est des gens qui ont acquis. Donc ils pensent que ce qui est intérieur au logement relève de sa compétence, et ce qui est extérieur, donc les parties communes, relève un peu des autorités ou des pouvoirs publics. Donc à l'intérieur, il se permet de faire n'importe quoi. On a eu même des cas où les gens ont carrément sectionné des poteaux. Mais c'est visible ça, monsieur. Ce que j'aimerais vous dire, tout cela est parfois visible. Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Pourquoi on laisse encore ce genre d'action arriver? Pourquoi on ne sévit pas? Si, quand il est signalé, quand il est connu. C'est-à-dire il y a les autorités interviennent, donc il y a beaucoup de gens qui sont estés en justice. Oui. Mais quand c'est caché, c'est pas visible, c'est pas dénoncé par les voisins, par les copropriétaires, on peut pas, les gens ne peuvent pas. Enfin, c'est-à-dire. Il y a la police de l'urbanisme aussi qui doit aussi réagir. Elle réagit quand elle est sollicitée. Après, c'est l'application qui fait toujours il faut juste rectifier aussi une chose. Ce n'est pas seulement un problème d'entretien. Des fois aussi, c'est le mauvais entretien. Quand vous êtes, par exemple, à la Casbah, vous devez éviter de, par exemple, nettoyer avec des grands jets d'eau. Parce que si vous nettoyez avec des grands jets d'eau, l'eau va s'infiltrer, donc avec le tuf, donc ça va gonfler. Quand vous rentrez dans un patio de la Casbah, vous allez vous rendre compte des choses, vous dites, ce n'est que esthétique. Ce ne sont pas que esthétique. Vous savez, quand vous avez de la faïence qui descend pile poil au-dessus du pilier. Parce que tout simplement, c'est les points les plus fragiles. Donc, si l'eau commence à s'infiltrer à ce niveau-là, là où se rencontrent les deux arcs, automatiquement, ça fragilise. Donc, automatiquement, ils ont fait un élément qui est en même temps esthétique, mais en même temps constructif. C'est pour ça que je vous dis, comme vous disiez tout à l'heure, il y a de la transdisciplinarité, que ça fonctionne avec tout le monde. Donc, à un moment donné, des fois, c'est les gens, ils pensent entretenir en jetant des grands jets d'eau, etc. Alors que là, c'est catastrophique. Finalement, tout est précis, tout est une question de spécialité. C'est pour ça qu'on risque d'en étonner certains. Le vieux bâti et aussi le séisme intéressent même les sociologues. La façon de pratiquer l'espace par les gens, la manière. J'aime bien prendre cet exemple qui, en 1986, il y a eu un tremblement de terre au Salvador, et on s'est rendu compte que le vieux bâti a été détruit non pas parce qu'il ne tenait pas bien, parce qu'il a subi 36 000 tremblements de terre, il a très bien résisté, subitement cette année-là, parce que tout simplement, il y a eu de nouveaux immigrants, c'est-à-dire
qui sont venus de la campagne, qui ont remplacé les originaires. Et ces gens-là n'avaient pas l'habitude juste de balayer le sol. Ne balayant pas le sol, la structure qui était en bois, il y avait les fourmis blanches qui sont rentrées, et les termites, et qui ont détruit tout. C'est juste le fait de ne pas balayer après avoir mangé. Il faut savoir laissé comment les miettes. entretenir aussi. Ouais, donc il y a aussi une dimension de savoir-vivre, de sociologie derrière. Oui, monsieur, je pensais que vous vouliez intervenir sur ce qu'avait dit monsieur Rida. Bon, il y a une chose qui doit être claire entre nous, c'est que il y a la fatigue également. Un bâtiment, c'est comme un être humain. Il y a la fatigue du matériau, et ça, on peut l'évaluer. Nous, pour le béton armé, pour autre chose, pour certains, pour la terre, par exemple, on peut l'évaluer. Donc, il faut tenir compte. Là, dernièrement, j'ai expertisé des ouvrages d'art, et puis qui ont été réalisés à différentes périodes, et je voyais avec la même entreprise, avec les mêmes matériaux, et je me suis aperçu qu'il y a le phénomène de fatigue pratiquement de 10 à 15%. Sur les carottes que nous avons enlevées. C'est l'usure des matériaux, La le fatigue, vieillissement des Donc, matériaux. il y a la fatigue, et puis c'est pour cela que la réhabilitation est très très importante, et l'entretien que vous avez dit, très très important. Mais là, finalement, combien de temps peut tenir un vieux bâti? Il y a un problème de loi. Vous dites la personne vient cisailler un poteau, la personne vient transformer, c'est la loi. Vous allez chez nos voisins, ça n'existe pas. Je connais bien nos voisins, donc ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas de respect de la loi qui a été on le voit, élaborée. On le voit dans nos villes, il n'y a pas de cohérence. Le week-end passé, quelqu'un est venu me chercher pour donner un avis du côté de Chiragas. Un gars est venu, il a fait une crevasse de 18 mètres. Il a acheté 2 villas, il les a démolies, il a fait une crevasse, il a dégarni les fondations des villas mitoyennes, donc il n'y a plus de butée, exactement le cas de Bilmondres, il n'y a plus de butée, et la fissuration a commencé à se propager dans 3 villas. Donc ce bonhomme, il a creusé, il a démoli et creusé en 45 jours. Donc la police d'urbanisme est absente, le PAPC est absent, les services d'urbanisme sont absents. On le paye cher aujourd'hui. C'est ça le problème, ce pays. C'est l'application stricte de la loi, quelle que soit votre position et quelles que soient vos responsabilités. Oui, alors justement, un vieux bâti, pour revenir à ça, combien de temps peut-on le réhabiliter? Combien de temps peut-il encore... on parle souvent de cette question de démolition du vieux bâti qui s'agit de notre patrimoine. Nous avons un patrimoine vraiment... qu'il faut sauvegarder. D'abord qu'il faut sauvegarder, mais très très riche. Ça, l'osmanien que nous avons, au centre d'Alger, au centre d'Oran, au centre de Constantine, à Naba, ça... Il faut le sauvegarder, quelle que soit Donc on peut éviter à chaque fois la démolition. Bien sûr qu'on peut l'éviter. Il y a toujours des solutions techniques, peut-être un peu plus coûteuses. C'était comme la Parisienne qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque sur la démolition de la Parisienne, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Prenez l'exemple de Jamak Chawa. Suite au tremblement de terre de 2003, il a été fortement touché. Quel bâtiment? Jamak Chawa. Ah oui. Et bien, vu que c'est un patrimoine classé, la question ne s'est pas posée est-ce qu'il risque. Parce que souvent, c'est ça le problème. La question, elle est faussée. La question de dire est-ce qu'il risque de se détruire ou pas? Est-ce qu'il risque ruine ou pas? Si on se limite à cette question-là, automatiquement, les gens vont se protéger. Surtout par rapport à un patrimoine et un système constructif qu'ils ne maîtrisent pas, le CTC, je leur donne raison, parce que sinon, ça va leur tomber dessus. On ne vous signe pas, ils risquent. Mais à la mosquée de Kitchawa, on ne leur a pas posé la question comme ça. On leur a dit qu'il risque ou qu'il ne risque pas, vous allez retaper. Et quand on repose la question dans ce sens-là, ça change totalement la démarche. Parce qu'effectivement, vous prenez le cas de la Parisienne, et c'est pour ça que je dis, même si ça ne respecte pas la réglementation, et de quelle réglementation on parle, puisqu'on parle de béton et d'acier alors qu'on est en maçonnerie, mais elle ne respecte pas la réglementation, mais est-ce qu'il s'est bien comporté? C'est un bâtiment qui a non seulement été détérioré par l'ancien propriétaire de la boulangerie, qui a décidé à un moment donné, parce qu'il y avait une machine qui ne rentrait pas, donc il a cisaillé au rez-de-chaussée tout un mur porteur. Le bâtiment, il s'est un peu tassé. Ceci dit, il a subi le tremblement de terre de 2003, mais il ne s'est pas effondré. Ça pour beaucoup d'experts, il y avait une solution de sauvetage. Il s'est bien comporté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le condamner directement, ça a été une bêtise. Alors que les 2 tours de Regaïa, à cause d'un cisaillement, se sont effondrés en quelques secondes. Exactement. Parce que ça n'a pas été prouvé, malheureusement. Ça n'a pas été prouvé, malheureusement, mais effectivement, on dit que le bijoutier s'est amusé à faire des choses au niveau de la tour de Regaïa. Ce genre de comportement du citoyen qui reste malheureusement impuni, on le dit aujourd'hui.
Il n'y a pas cette culture de savoir préserver, surtout quand il s'agit de patrimoine architectural aussi riche que le nôtre. Quand on habite dans un vieux bâtiment, on se doit de le respecter et de ne pas faire des travaux de ce genre. Hein. Alors justement, on va pas vers la démolition facilement. Hein. Aujourd'hui, on privilégie toujours la restauration, la réhabilitation du vieux bâti. Même s'il y a eu... quand c'est possible. Quand c'est possible, oui. Non, quand c'est possible. Parce qu'il faut dire aussi que parfois, si on veut éviter donc, la démolition, ça a un coût économique. Hein. Bon, arrivé à un certain seuil, il est plus économiquement, il est plus avantageux de démolir que de... Voilà, donc on Bien parle sûr, d'avantage. il y a quand même dans tout ça, il y a par exemple, quand on est dans le secteur sauvegardé, donc on peut pas démolir. Il y a certains immeubles donc, qui ont une valeur quand même architecturale, donc on ne peut pas démolir, quel que soit le coût, donc il faudrait qu'il soit réhabilité. Et parfois, c'est-à-dire, il y a des immeubles qu'on ne peut pas démolir, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas démolir, mais techniquement, c'est un peu difficile de les démolir parce que c'est des immeubles qui sont construits. Oui. Ils peuvent déstabiliser d'autres bâtisses à côté. D'autres bâtisses. Mais en général, c'est-à-dire, on évite. La démolition, c'est le dernier recours. C'est-à-dire, donc, on opère en général, on préfère réhabiliter que de démolir. Le problème que même sur cette question-là, il y a aussi un manque de connaissances. Si je compare aussi avec la parisienne, on a dit que non, le bâtiment, suite à la destruction, il risque. Sauf que quand on l'a détruit lui. On n'a pas détruit le bâtiment auquel il était accolé. C'est vrai que d'un point de vue, propriété privée, donc foncier, c'était deux bâtiments qui étaient indépendants. Mais d'un point de vue constructif, la preuve, quand on a détruit la parisienne, on s'est rendu compte que le mur qui est resté, il y avait la faïence de la salle de bain du bâtiment de la parisienne qui a été détruit. C'est-à-dire que on est en soi-disant sauvé les habitants en détruisant ça, on a carrément déstructuré encore plus et vulnérabilisé encore plus petit coin, le coin du bâtiment qui était totalement solidaire d'un point de vue constructif. Ce qui fait que même sur certaines opérations au niveau de la rue Tanger, il y a des îlots en forme de triangle où il y a eu un bâtiment qui est tombé et on les a remplacés par un nouveau avec des joints. Or, il se retrouve que normalement, c'était la même unité constructive. C'est-à-dire que ce n'est pas un bâtiment qui est tombé. C'est une partie d'une construction. C'est ce que vous venez d'expliquer, M. Rida. Hein. Pourtant, ça a été fait. Donc, il y a en connaissance de cause, on agit autrement. Prenez l'historial. L'historial, c'est une dent creuse au niveau de la rue L'Arbi Ben Mehdi, dans un îlot triangulaire, qui, dans toutes les bâtisses, était solidaire. Mais quand on l'a reconstruit, c'est-à-dire qu'au lieu de resolidariser l'ensemble, ça a un comportement monolithique, c'est devenu maintenant à cause de la réglementation. Il faut mettre des joints. Et donc, du coup, les autres bâtiments, ils seront encore plus fragilisés dans le futur. Exact. Donc, finalement, parfois une action peut... Ça, c'est le manque, si vous voulez, de commission nationale, d'experts qui doivent se pencher. J'allais en dire là, toujours sur cette problématique, parce que ça, c'est pas un jeu de domino. Et ce n'est pas des constructions nouvelles. Les constructions sont plus faciles, on les calcule en quelques jours. On les simule, il n'y a pas de problème. Là, c'est des problèmes très complexes, et puis qui s'enchevêtrent. Vous savez, il y a le matériau, il y a la superstructure, il y a le sol, il y a les fondations, on ne sait pas comment elles ont été réalisées. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de modéliser. On avait parlé, et puis qu'il faut il y a quelques années. Par typologie, les faire passer sur table vibrante pour déterminer certains paramètres. On avait parlé de la création d'un observatoire dédié à la préservation du vieux bâti, à sa réhabilitation il y a quelques années. Surtout les Casbah et tout ça, c'est important. Bah oui, le cas de la Casbah nécessiterait une émission à lui seul. On parle aussi, les architectes qui avaient proposé la création d'un carnet de santé du bâtiment. Ça, il est cher à M. Boudaoud. Collège. C'est important d'avoir un carnet de santé du bâtiment. C'est une question de suivi, finalement, aussi. Quand on voit la santé, on est obligé de temps en temps aller chez le médecin, faire notre petit bilan. Vous parlez d'une durée de vie, on parle d'une durée de vie de certains matériaux et donc il faut tenir un carnet de santé. Est-ce qu'on pense Est-ce qu'on pense aujourd'hui à travers ce programme que vous avez lancé au niveau de la wilaya d'Alger de l'améliorer et d'essayer de voir, de rattraper un peu les erreurs du passé, ou est-ce qu'on continue à... Non, c'est-à-dire ce qui est fait maintenant, il faudrait que... le programme. Je dirais le citoyen, le copropriétaire s'applique. Oui. Il faudrait qu'il s'applique, parce que quand on parle de carnet de santé, qui va procéder à l'entretien plus tard? C'est les copropriétaires, c'est les occupants. Donc il faudrait qu'ils s'organisent. Il faut des syndics. Oui, il faut des syndics. Il faudrait qu'il y ait un règlement de copropriété. Il faudrait que la loi aussi soit appliquée. Généralement, il y a une totale impunité sur ce genre d'action. On le voit, même pour les constructions anarchiques. Voilà, on parle surtout pour le Grand Alger, on parle des terrasses et des caves.
Ils sont occupés. Oui. Moi, dans notre immeuble, là, à Télémli, la personne, elle a eu un logement, elle l'a loué. Sidi Abdallah, il habite toujours là. La terrasse et la cave. C'est un peu, Allez-y, c'est un peu, je dirais, les conséquences de la cession sur les biens de l'État. Parce que peut-être les gens ont acquis sans qu'il y ait un règlement de copropriété. Donc les gens, pour eux, c'est-à-dire donc, alors que les parties communes, la terrasse, c'est une partie commune qui appartient à l'ensemble des Réhabiliter aussi le rôle du concierge, pourquoi pas aussi. Les concierges ont disparu parce qu'on a même cédé les conciergeries, elles ont été cédées. Réhabiliter les concierges. Les caves ont été cédées. Il y a même, on a rencontré des cas, maintenant qu'on est en train de réhabiliter, il y a eu des constructions, des extensions sur des terrasses qui n'existaient pas et qui ont été régularisées par des actes. Exact. Eh ben, Ça, c'est... Il y a une loi en Algérie sur l'expropriation. je ne savais pas. Or, la loi sur l'expropriation, malheureusement, on dit sur les projets prioritaires, donc c'est les projets d'autoroute principalement. On devrait faire une extension, on peut voir avec nos voisins tunisiens, par exemple, où l'expropriation peut se faire pour le patrimoine classé, pour le patrimoine bâti, où on peut, c'est-à-dire, ils ont un délai de 6 mois, ça dépend des cas, de l'état d'avancement de la dégradation et tout, ils leur disent, vous avez, soit pendant les 6 prochains mois, vous nous donnez un plan de restructuration, de réhabilitation de votre bâti, soit on vous exproprie. Parce que vous êtes incapable de pouvoir, parce que nous considérons comme étant un bien d'importance nationale stratégique par rapport à la question du tourisme culturel, de la qualité de vie, etc. Sur ce point-là, j'aimerais revenir sur une chose. Je ne sais pas si c'est le cas toujours aujourd'hui ou pas. C'est vrai qu'on dit qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil de rapport qualité-prix, enfin vulnérabilité-prix, etc. Dans les pays européens, on considère que si on détruit et on reconstruit, c'est-à-dire on ne fait pas l'équivalent. C'est-à-dire si on dit que la réhabilitation va coûter tant, et si par contre détruire et reconstruire va coûter la même chose, on va garder l'ancien bâtiment. Ils vont plus loin, ils ne se contentent pas de ça. Ils disent que si la réhabilitation coûte jusqu'à 30 à 40% plus cher qu'un nouveau bâtiment, on préfère quand même réhabiliter, même si ça coûte à 30-40%. Chez nous en Algérie, comment ça se passe? Est-ce que c'est... Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, lorsque je travaillais ma thèse, on m'avait raconté que c'était l'inverse. Il faudrait que la réhabilitation ne dépasse pas les 70% d'un nouveau bâtiment. Or, l'ancien bâtiment, quand il est de qualité, bien sûr, il ne faut pas tout garder. Quand c'est des bâtiments qui ont des hangars standards, qui ne montent rien, je ne vois pas l'intérêt. Mais quand vous avez des rues au niveau de l'Arbi Ben Mehdi, par exemple, ou des Douche Mourad, vous avez des bâtiments d'une qualité. Ce sont des musées à ciel ouvert. Donc cela, même si ça coûte 60-70% plus cher, on dit qu'il faut maintenir. Est-ce que nous avons la même stratégie ou on considère que si ça coûte plus cher que nouveau, il vaut mieux détruire? Non, il n'y a pas de ce. Je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est des immeubles, c'est-à-dire à haute valeur architecturale, il faut les maintenir, effectivement. Mais qui détermine cette valeur architecturale à part le secteur sauvegardé. Le secteur sauvegardé, c'est clair, la Casbah et ses environs. Mais si je suis sur des douches malades, ce n'est pas un secteur sauvegardé. Qui décide de cette valeur? Décide, c'est-à-dire, c'est la wilaya qui a entrepris les travaux, c'est à la wilaya de voir, de peser le pour et le contre, parce qu'effectivement c'est comme une dentition. Si il y a un immeuble, c'est-à-dire donc on démolit sur une trame, on défigure le tout. Hein. Donc peut-être, c'est-à-dire quel que soit le coût, même s'il faut maintenir l'immeuble, on le maintient. Par contre, il y a dans d'autres zones, c'est-à-dire c'est des immeubles à moindre valeur architecturale, donc dans le coût parfois. Par exemple, je prends le cas de Tripoli, c'est des R+1, c'est des bâtisses tout à fait ordinaires. Le coût, on a fait une étude, donc le coût dépassait un peu les 4 millions de dinars, donc on a préféré ne pas réhabiliter. C'est là qu'on va vers de nouveaux équipements pour revitaliser un peu les fonctions de la zone urbaine. Oui, parce que là aussi, c'est-à-dire, on injecte de nouveaux équipements. On ne va pas détruire Alger, tout Alger, c'est-à-dire il faut bien maintenir... Là où il faut maintenir, il faut garder. Oui. Alors, M. Halim, est-ce qu'il y a eu réellement une opération sérieuse d'expertise de tous les vieux bâtis? Là, on reproche qu'il n'y ait pas eu de l'association des experts en la matière. Est-ce qu'il faut penser à revoir la vulnérabilité de tous les bâtiments, même ceux qui ont été réhabilités ou pas? Si, je crois. Il y a eu une opération d'expertise. En 2016, il y a eu un recensement général sur les bâtisses au niveau de patrimoine de la wilaya d'Alger. En associant toujours le CTC. La question du CTC, on l'a réglé. Il y a eu l'établissement des fiches d'évaluation de l'état de ces bâtiments. Et actuellement, on est en train de continuer sur la même opération. Et
L'expertise. Qui a mené l'expertise? Oui, toujours le CTC. C'est-à-dire d'abord tout à l'heure, on avait parlé Il y a différents points de vue. Les 7 communes, l'expertise qui a été faite sur les 7 communes, c'était le CTC en relation avec le CNEAP. CNEAP, oui, pour l'étude de la pratique sociale. Qui a entrepris cette enquête ou cette étude. Et on n'a pas pour le moment, c'est-à-dire on ne peut faire appel au CTC. Vous savez, c'est la défaillance et la carence de tout ce volet de réhabilitation. On ne peut pas faire une réhabilitation avec des organes publics, je dirais. C'est l'affaire de tous. Et l'absence d'un organe spécialisé, collectif, pluridisciplinaire, avec tout le monde, absolument. Sociologue, psychologue, je dirais médecin, architecte, ingénieur et tout ça, et puis des gens spécialisés dans les statistiques. C'est ça, avec le secteur public. Et puis ça doit être au plus haut niveau de la wilaya. Moi j'ai proposé à l'ancien Wali qui vient d'être changé la mise en place d'un conseil scientifique. Une ville comme Alger, c'est un conseil scientifique de probablement 150 experts autour du Wali. Ce n'est pas une personne, avec tout le respect que je dois au Wali, ne peut pas gérer une ville comme Oran, Constantine, Alger ou Annaba. Vous allez à Paris, c'est 47. D'abord, c'est pas ça n'existe la préfecture, personne n'entend parler, c'est la mairie. C'est 45 000 fonctionnaires. Vous allez à Londres, c'est un peu plus, la mairie, où il y a tout. Quand la collectivité locale remplit bien ses fonctions. C'est tout le monde qui est impliqué, c'est tout le monde. Et c'est 24 sur 24, 24 heures sur 24. Donc, développer le corpus de règles, déterminer les méthodes de renforcement pour telle typologie, pour telle structure et tout ça. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer. Vous serez tranquille, le CTC sera tranquille. Et la vie des citoyens sera préservée. Les citoyens, seront tranquilles. Mais là, c'est dilué. C'est une navigation à vue. Voilà. Oui, mais c'est toujours ce problème de manque de coordination et d'association des experts et des véritables spécialistes dans la question. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'apporter des remèdes aux conséquences? J'espère bien que non. J'espère que nous allons passer sur autre chose. Parce que, effectivement, chaque fois qu'on nous a demandé conseil, nous avons apporté nos conseils. Mais après, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller obliger les personnes à vouloir appliquer nos directives. C'est-à-dire, si à un moment donné, on parlait du manque de compétences, etc., ça s'était passé. C'est-à-dire, on sait que nous avons de la compétence. Ça a été démontré. Les rapports existent. Les projets de recherche existent. Nous sommes même... on fait appel à nous, même à l'étranger, Tout fait par des Algériens, pour la réhabilitation. C'est des entreprises 100% algériennes. Oui. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire, si les directives ne suivent pas et qu'à chaque fois, on a l'art en Algérie, de chaque fois qu'on veut tuer quelque chose, on crée une commission. C'est-à-dire on a multiplié. C'est-à-dire limite maintenant, les conséquences, les raisons des choses, on les connaît. Et à chaque fois, on refait une commission. Non, il va falloir qu'on rediscute. Il est grand temps maintenant que nous passons à autre chose. Mettre en place des structures pluridisciplinaires pour pouvoir y penser est fondamental. Sans discussion là-dessus. Maintenant, si on continue, effectivement, on a tendance à ne pas réagir d'une manière globale, mais toujours d'essayer de régler les problèmes d'un point de vue ponctuel. C'est ça. J'ai tel problème, j'aurai tel problème. Et on ne voit pas apprendre d'abord, on a une vision globale des choses. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand vous avez un séisme, ou vous avez de l'inondation, etc., vous prévoyez à l'avance en cas où il arrive, comment je dois réagir. Si je prends le cas du tremblement de terre de 1906 à San Francisco, la ville n'a pas été détruite par le tremblement de terre, elle a été détruite par le feu, parce que les constructions étaient faites de telle manière à conduire à ce qu'il y ait une propagation du feu qui s'est déroulée pendant plusieurs semaines. C'est-à-dire que quand on sait ça, on commence à prévoir, on se dit, tiens, ça c'est plus grave qu'autre chose. Quand on voit ce qui s'est passé à Izmir... Il faut faire des simulations de risques. Oui. Il faut faire des simulations de risques. Oui. Il n'est pas normal. Je vous donne un exemple très simple. Il n'est pas normal que dans toutes nos institutions, il n'y a pas un plan d'évacuation clairement établi, affiché pour tout le monde, pour permettre aux gens de leur dire et de faire des simulations de temps en temps sur l'évacuation. Les écoles, on doit apprendre à nos enfants de pouvoir, en cas de danger, comment évacuer les gestes. Rien et avoir des espaces de regroupement, ce que nous n'avons pas également en cas de séisme ou d'inondation. Si vous prenez le tremblement de terre de Sendai en 2011, on parle du Japon, l'un des pays les plus avancés, etc. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec le tsunami, le tremblement de terre n'a rien détruit, pratiquement. C'est le tsunami, après la catastrophe écologique de Fukushima, etc., le nucléaire. Mais à la base, après, vous avez tous les déchets de la mer qui sont rejetés. Vous croyez que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir maintenant où est-ce qu'il va falloir évacuer les déchets, où est-ce qu'il va falloir mettre... Tout a été prévu en préalable.
Un autre exemple. Vous voulez sauver des vies en cas de catastrophe, c'est vrai qu'il faut sauver le vieux bâti, mais aussi c'est pour sauver les gens. Vous devez réfléchir à la position de vos bâtiments stratégiques. Vous devez réfléchir à ce que vous n'allez pas faire l'hôpital le plus résistant, qui est équipé de tout, qui va résister, mais à un moment donné, son accessibilité, il dépend d'un pan que si le séisme tombe, il finit, donc il ne devient plus accessible que par hélicoptère. C'est-à-dire tout ça se réfléchit en amont. Et là aussi où je vous dis justement, c'est ça l'erreur qu'on ne réfléchisse que sur la question de l'engineering. Tout à l'heure, M. Florent parlait de quelque chose de très fondamental qui est cette corrélation sol-structure. Et qu'on fasse toujours cette logique de renforcement. On peut à un moment donné conduire à ce qu'un bâtiment devienne plus rigide. C'est-à-dire, on dit souvent que quand on a un sol rigide, il faut une structure souple, et inversement. Et vous savez qu'on peut rigidifier un bâtiment juste par le mobilier utilisé par l'architecte à l'intérieur. Et qu'on conduit à ce qu'un bâtiment devienne à un moment donné plus rigide ou plus lourd. Comment on vous l'a expliqué, le séisme, c'est pas une sorte de poids qui tombe, c'est une forme. Tout à l'heure, M. Jérôme m'expliquait qu'un bâtiment qui fait 6000 tonnes ne reçoit pas autant de charges qu'un bâtiment qui fait 3000 tonnes. Donc c'est une question de poids. Donc sur la question de répartition, poids, la question de poids n'est pas seulement la structure, elle est le mobilier, elle est l'utilisation. Dans la wilaya d'Alger, j'ai appris à un moment donné qu'il y avait une sorte de bêtise, je ne sais pas si ça a été rectifié depuis, on avait installé la salle des archives au dernier niveau. C'est une bêtise. C'est-à-dire qu'on a augmenté le poids sur le point le plus haut du bâtiment. On pense que si ça s'effondre, il sera sauvé, non? Enfin, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. C'est un pendu. C'est un pendu. C'est le premier qui va... Il va encore plus fondre. Vous prenez la force, vous multipliez par l'accélération, et vous avez la force. Donc, au contraire, il faudrait que le poids soit le plus bas possible. Ne serait-ce que sur ça, si on vient nous conseiller, avant de penser structure, on va vous dire réorganiser votre organisation des espaces. Ça va vous permettre de faciliter, même dans vos calculs plus tard, c'est-à-dire que vous allez faciliter vos calculs. Or, on continue à réfléchir et effectivement, malheureusement, c'est toujours le CTC. Limite, j'ai envie de dire, j'aurais préféré que ce soit le CGS. C'est le Centre de génie parasismique qui, eux, réfléchissent un peu plus au-delà simplement de le renforcement de cette logique. Je crois qu'il y a une villa, il y a M. Farsi du CGS qui en parle souvent, il y a une villa du côté de Kouba, suite au tremblement de terre. Elle a résisté à tous les tremblements de terre. C'était une sorte de villa avec quelques allumettes de poteaux, puisque le sol était rigide, puisqu'avec ça, c'était une structure souple. Donc, elle a pratiquement très bien résisté. Sur le tremblement de terre, on a dit, il faut renforcer. Et on a tout fermé. Au prochain tremblement de terre, je m'inquiéterai pour cette ville-là. Bon, j'espère que les habitants vont tenir compte de ces changements. J'espère aussi. Alors, est-ce qu'il y a justement simulation des risques chez nous? Est-ce qu'on le fait? On a parlé de l'expérience du feu, on a parlé vous avez la protection civile qui fait beaucoup de simulations, qui est un organe maintenant hyper sophistiqué depuis quelques années. Donc, ils font des simulations de séisme, de feu, de fumée, pas mal à Dar el-Beida, et je tiens personnellement à leur rendre hommage. Et c'est eux qui sont responsables du segment intervention, plan Orsec. Bien sûr, c'est les premiers. Pour l'évacuation, c'est cet organisme-là. Et si je peux vous donner un seul chiffre, jusqu'à la semaine passée, il y a eu exactement 1 100 000 interventions de la protection civile depuis le début de l'année. Donc imaginez 1 100 000 divisé par 10 mois, vous avez à peu près 110 000 interventions qui sont structurées. Le problème, c'est la segmentation de la stratégie de prévention qui est défaillante. C'est-à-dire, il y a la pré-catastrophe, là où il y a l'anticipation, là où il y a justement le parasismique, la réhabilitation, qui est l'anticipation. Et puis, il y a le segment post-catastrophe, qui est la réhabilitation après la catastrophe. Donc, c'est ça les points faibles, si vous voulez. Au milieu, il y a la protection civile. Le plan Orsec, normalement, il est plus ou moins efficient. Oui, même le plan Orsec doit être revu. Alors, je vais vous laisser, il nous reste 5 minutes pour clore cette émission. Je voudrais revenir encore sur 2 questions. Vous vouliez revenir sur l'implication des entreprises algériennes qui s'occupent de la réhabilitation. Quand on avait lancé cette opération, il faut dire qu'on n'avait pas d'entreprise spécialisée. Parce qu'il faut des entreprises spécialisées, il faut une main-d'œuvre spécialisée. Donc, il a suffi qu'on commence par une entreprise, c'est-à-dire, donc c'était un Algérien qui était établi en France, qui est venu ici. Donc, on l'avait engagé. Et ça a fait tache d'huile.
Donc maintenant, pratiquement toute la réhabilitation est faite par des entreprises algériennes. Donc une main-d'œuvre algérienne, bon, peut-être parfois il y a quelques entreprises qu'il faut rappeler à l'ordre. Quelques défauts, mais en général, d'une manière générale, c'est les entreprises algériennes qui font de la réhabilitation. C'est des entreprises qui ont acquis une bonne expérience sur le plan réhabilitation. Et je voudrais dire aussi qu'il n'est pas aisé, facile, de réhabiliter un immeuble occupé. Ah oui, après il faut gérer les locataires. C'est la contrainte majeure. Lorsqu'on installe un chantier, l'immeuble est toujours occupé. Vous imaginez les ouvriers. Il faut les évacuer, les reloger. Et après on ne peut pas les reloger. Oui, c'est ça. Sont là, mais seulement il faudrait qu'on s'adapte. Il faut prévoir des opérations de recasement, de logement tiroir. Ils refusent de donc il ne faut pas partir. travailler les week-ends, il ne faut pas travailler au-delà de 17 heures. Donc parfois, il y a celui qui a la clé de la terrasse, il n'est pas là, donc il faut l'attendre. Il y a un tas de problèmes qu'on rencontre. Oui, monsieur Ali. Je dirais concernant la main-d'œuvre qualifiée, on commence à avoir une main-d'œuvre plus ou moins qualifiée pour l'intervention au niveau des différents quartiers pour la réhabilitation. Je vais revenir pour le cas des bâtiments tiroirs. Il y a une expérience qui est en train de se faire au niveau du quartier Tanger. On est en train de... l'achèvement des travaux, il va se faire dans disons, un mois maximum. Il y a un immeuble qui a été réhabilité rien que pour ça. Il contient 12 appartements. On va entamer le recasement de ces familles et reprendre leur bâtisse. Après, ça sera au tour de rôle. Ouais. Merci. Il nous reste peut-être 2-3 minutes. On va passer à ce sujet. Est-ce que nos nouvelles bâtisses sont plus sûres maintenant? Et est-ce que les permis de construire sont délivrés, bien sûr, en prenant en compte toutes les études nécessaires aux alentours? Nous sommes en train de vivre une expérience justement qui dément tout ça, qui prouve le contraire, comme ce bâtiment de Bir Mandres qui risque de s'effondrer, construit sur la falaise. Qu'est-ce qu'il nécessite finalement? Qu'est-ce que l'on doit faire? Juste après le séisme de Bouberdès 2003, nous avons expertisé, je dirais, plus d'1 millier de bâtisses et on s'est aperçu à Corso, à Simstafa, à Zemouri, que les bâtisses publiques qui ont été suivies par le CTC, réalisées selon le RPA 81, se sont effondrées. Donc nous étions dans la commission de révision justement du parasismique, l'ADENDA 2003. J'avais dit, voilà, il faut faire des simulations numériques. Il n'y avait pas de table vibrante, parce que c'est moi qui l'avais demandé dans le temps. Faire des simulations et faire des corrélations et corriger la réglementation, parce que des fois la réglementation c'est elle qui amplifie l'effondrement et le risque. Ça c'est pour répondre un peu à votre question. La réglementation a été plus ou moins arrangée, mais pas selon les données du séisme 2003. Donc pour répondre à votre question, il faut attendre un séisme pour voir, on l'appelle le contrôleur après coup, pour voir si ce qui a été fait est bon ou mauvais. Séisme de quelle magnitude? C'est toujours le séisme moyennement sévère, c'est 7 pour l'Algérie, depuis je prends 1365, 1614, 1712, il y a toujours eu des séismes pour Alger, parce que depuis 1712, il n'y a pas eu de séisme sur Alger. C'est aux environs de 7,2, voilà la moyenne d'après les recherches sismogènes. Espérons qu'ils auront une bonne résilience pour notre survie en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait suffisamment appel aux architectes dans les constructions nouvelles? Ah si, ça c'est une obligation réglementaire. Maintenant, est-ce qu'on fait dans les cas spécifiques appel aux architectes pour des situations spécifiques qui ont l'expérience? On disait tout à l'heure par rapport au CTC qui n'ont pas d'expérience sur ce type d'opération, c'est pas tous les architectes non plus qui sont experts de pouvoir intervenir sur du vieux bâti non plus. Donc à un moment donné, c'est là où il faut... déjà en premier lieu, si on parle de manière... Vous parlez des constructions nouvelles. Il y a un manque de formation des architectes sur leurs responsabilités par rapport à leur forme. Si je prends le règlement parasismique, la loi, la formule qui permet de calculer les forces sismiques est une formule qui est composée de 5 paramètres, dont 4 sont dépendants des architectes. Ce que les architectes ne savent pas. Par exemple, sur le choix de la méthode de calcul, il faut vérifier la forme du bâtiment. Les architectes ne savent pas que finalement ces deux de la forme qu'ils produisent
dépend le calcul qui peut être encore qui va rendre encore Vous plus parlez des formes vulnérable la bâtisse, régulières ou etc. irrégulières. Donc déjà, il faudrait avoir une formation spécifique aux architectes pour leur expliquer que ce soit vieux bâti ou nouveau bâti, leur responsabilité d'un point de vue du choix qui est cachée derrière des formules au niveau de la réglementation. Et pour répondre à votre question sur En très l'histoire peu de de temps, s'il vous plaît, on arrive au terme de l'émission. sur ce qu'il faut éviter aujourd'hui, peut-être que les lois existent. S'ils ne sont pas appliqués, ça ne sert à rien. Mais d'abord aussi, on va commencer par l'urbain. Ce bâtiment, avant même de parler, est-ce qu'il va résister sur le mandat, la question qui se pose, comment a-t-on pu imaginer délivrer qu'un un jour, permis de d'un point de construire vue urbain, que sur ce point-là, on puisse avoir un bâtiment de cette hauteur-là. Oui. Avant de commencer à dire, mais est-ce qu'on a bien 13 calculé? étages. Hein. Commençons par la ville. Est-ce qu'il y avait un plan qui permettait de Donc les déterminer responsabilités soient assumées oui. également. Hein. Oui. Et puis la formation, comme vous le dites, qui doit être revue. réorienter de manière plus pertinente. Merci messieurs d'avoir répondu à toutes nos questions, d'avoir participé Merci à à cette vous. émission. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.